Bienvenue à tous. Cette conférence vous propose une immersion dans l'économie disruptée au travers de la blockchain. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail et de vous présenter le contenu de cette conférence, je vais, comme il se doit, vous demander d'accueillir Monsieur Sébastien Molin. Bonsoir, vous êtes directeur régional de la CIC. Et vous allez faire un petit mot d'introduction pour justement nous introduire cette conférence. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous, du CIC Lyonnaise de Banque plus précisément. Écoutez, merci à vous d'être venus aussi nombreux, on est ravis de vous accueillir au sein de notre atrium. Et puis, je crois qu'on va avoir des débats passionnés ce soir sur un sujet qui intéresse beaucoup, le Bitcoin, qui est souvent, on résume la blockchain au Bitcoin, mais qui a défrayé un peu la chronique ces dernières années, ces derniers mois. Je pense que tout le monde a envie d'entendre beaucoup de choses dessus. Donc nous aurons 3 intervenants de qualité avec qui vous pourrez évoquer les enjeux, les opportunités, mais aussi bien évidemment les risques. Et de notre regard un peu de banquier, il y a un vrai risque sur tout ce qui est blockchain, c'est que globalement, il y a un sujet sur le stockage et la transmission de l'information. Et je l'espère, les débats le démontreront que les banquiers ont encore de l'avenir sur justement cette partie de sécurité que nous devons vous apporter à tous nos clients, qu'ils soient grand public ou entreprises. Voilà, un petit mot très rapide pour le CIC. Pour vous dire que globalement, on est sur les sujets d'innovation avec deux éléments importants. Premier élément, en interne, on développe une fintech interne avec plus de 3500 informaticiens qui développent nos projets et tout ça, bien évidemment, au service de nos clients pour leur apporter de la simplicité, de la réactivité et bien sûr de la sécurité essentielle dans la relation de confiance que nous avons avec nos clients. Et puis un deuxième sujet, nous avons créé depuis maintenant 2 ans une filière dédiée à l'innovation avec des chargés d'affaires spécifiques qui sont là pour assister les startups, les entreprises innovantes. Et puis nous avons donc créé pour ça des places de l'innovation. Donc vous en avez une rue du Bar d'Argent qui a été créée il y a 2 ans, une place de l'innovation qui est un lieu de rencontre pour les start-upers et les entreprises innovantes. Et puis nous allons inaugurer dans quelques semaines un deuxième lieu à Marseille, à côté de la gare Saint-Charles. Voilà, et bien écoutez, encore merci pour votre présence, merci aux intervenants, bien sûr merci aux acteurs de l'économie que nous suivons depuis plusieurs années, et nous sommes ravis de nous associer à cette belle soirée de débat. Bonne soirée, au revoir. Merci Monsieur Molin pour cette introduction, oui je vous en prie. Et effectivement, le secteur de la banque est directement impacté par la technologie qu'est la blockchain. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, avant de faire venir nos intervenants pour débattre autour de cette question, il nous a semblé important, en propos introductif, de vous resituer un peu ce qu'est la blockchain. Puisque pour le coup, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Je gage que tous ne mesurent pas l'importance, la portée, le potentiel de cette technologie. Donc pour nous poser un petit peu les bases et les piliers, je vais vous demander d'accueillir Marc de Beaucor. Bonsoir. Je vous demandais de l'applaudir, comme ça lui donnera du courage. Bonsoir Marc, bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, grosso modo, c'est quoi la blockchain ? Du coup, j'ai un quart d'heure pour vous expliquer la blockchain. D'abord, je me représente rapidement en 30 secondes. Je m'appelle Marc de Beaucor, je suis étudiant en dernière année, il me reste 1 mois à l'EM Lyon. J'ai travaillé en venture capital et à l'agrandissement de blockchain. Donc on va voir ce que c'est après. Je suis programmeur, j'ai appris à l'école 42 et voilà. Je suis professeur de blockchain et de programmation à l'EM et j'ai une licence de droit et une licence d'économie. Et du coup, on va commencer. Alors, blockchain. Il faut d'abord se reposer dans un contexte. 2008. Crise économique, crise financière, méfiance. Méfiance envers les États, envers les banques, envers les monnaies, les banques centrales. On veut donc créer une monnaie qui soit autonome, qui appartienne à ses utilisateurs. Apparaît donc le Bitcoin. Le Bitcoin, ça a été créé par une personne ou un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et ça a pour but d'être une monnaie classique. C'est-à-dire que vous pouvez faire des transactions, il y a une valeur économique, une valeur d'échange, vous pouvez thésauriser, vous pouvez spéculer sur cette monnaie. Mais c'est une monnaie informatique, c'est une crypto-monnaie, une monnaie cryptée. Cette monnaie repose
sur la blockchain. Donc vous connaissez l'ampleur qu'a pris le Bitcoin. Et en fait, tout ça est lié à la blockchain. Aujourd'hui, le Bitcoin est un peu, pour exagérer, un peu désuet parce que ça consomme beaucoup d'énergie, parce que la technologie peut être améliorée. Et ce qui nous importe, en fait, c'est la technologie qui est derrière. C'est une technologie qui permet, dans l'exemple du Bitcoin, de faire des transactions d'un point A à un point B. C'est d'être une monnaie extrêmement sécurisée. Et donc, la blockchain, au final, c'est le point central, c'est pas tellement le Bitcoin. Du coup, blockchain, définition pure et dure. Blockchain, technologie de stockage et de transmission de l'information. C'est comme une base de données indélébile, sur laquelle vous pouvez inscrire des choses, vous pouvez faire c'est une base de données indélébile dans laquelle vous inscrivez des choses, vous inscrivez des données qui sont envoyées à validation. C'est un peu comme, la blockchain, c'est un peu comme un grand livre. La comparaison n'est pas de moi. C'est un peu comme un grand livre. Vous inscrivez des choses sur une page, tout le monde peut écrire dessus. Une fois qu'on tourne la page, vous ne pouvez plus supprimer les informations. Vous ne pouvez plus déchirer, vous ne pouvez plus modifier ce qu'il y a sur la page. Et voilà, donc une fois que la page est tournée, on passe à la page d'après, etc., etc. Et en fait, ces pages, dans le cas de la blockchain, on appelle ça des blocs. Donc ces blocs, vous inscrivez des transactions, vous mettez une musique dedans, vous inscrivez un acte de propriété, vous mettez ce que vous voulez. On les inscrit dans un bloc, et ce bloc est ajouté, et tous ces blocs ensemble, ils forment la blockchain. Du coup, j'ai un schéma sur diapo qui permet d'expliquer concrètement comment fonctionne une blockchain. Du coup, vous avez à gauche des entrées d'informations, sidechain. Ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est juste une donnée. Donc vous pouvez faire une transaction de A à B, vous pouvez inscrire de logistique, des chaînes logistiques. Voilà, il y en a qui mettent des musiques, il y en a qui mettent n'importe quoi. Donc ces informations sont envoyées sur le réseau. Donc le réseau, il est composé, ici ils sont représentés par des ordinateurs, mais ça s'appelle des nœuds. Donc ce réseau est composé de nœuds, et tous ces nœuds ensemble forment le réseau décentralisé de la blockchain. Et on va prendre un cas simple, d'une blockchain simple, on va dire, et tous les membres de la blockchain, donc tous ces nœuds, ont une copie de la blockchain. Et il y en a un parmi ceux-là, ici j'en ai 8, il y en a un parmi ceux-là qui va valider la transaction. C'est-à-dire que si vous faites une transaction de A vers B, on va mettre cette transaction dans un bloc, et il y en a un qui va dire oui, effectivement, A a un bitcoin, il peut le donner à B, et effectivement, B a un compte, il peut le recevoir. Du coup, il va valider ce bloc, et ce bloc sera ajouté en haut à la blockchain. Donc en fait, la blockchain, c'est un ensemble de validation, en quelque sorte. À l'intérieur de blocs, on peut mettre plusieurs transactions, plusieurs informations à faire valider en même temps. C'est plus rapide. La blockchain repose sur 4 piliers. La première, c'est que la blockchain est décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. La décentralisation, c'est un aspect très important. C'est-à-dire qu'on saute, en quelque sorte, le tiers de confiance. On saute la personne qui est entre les deux, la personne qui a des frais de transaction, la personne qui prend une commission, la personne qui prend du temps à valider quelque chose. Et cette propriété, ce pilier, repose sur le peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est un protocole qui permet d'envoyer quelque chose de A à B. Donc vous avez du peer-to-peer de A à B, puis après, B a aussi fait une transaction avec C, et C à D, et D à A, et en fait, ça forme une énorme toile d'araignée. La deuxième chose, c'est que la blockchain est sécurisée. Elle est sécurisée de deux manières. En fait, la blockchain, c'est un mélange entre mathématiques et informatique.
pour faire simple. Sécuriser de deux manières. Donc, d'une part, il y a une sécurité mathématique qui repose sur la cryptographie. La cryptographie, ça a été inventé dans les années 70-80, je crois, et on est aujourd'hui théoriquement incapable de déchiffrer un message crypté, ou alors il faudrait des milliards d'années. Donc c'est une première sécurité. Quand vous avez par exemple un portefeuille de Bitcoin, votre portefeuille est crypté. Il faut une clé pour avoir accès, etc. Et quand il y a une transaction, la transaction est cryptée. Donc c'est une première sécurité. La deuxième sécurité, c'est une sécurité informatique qui repose sur un réseau décentralisé. C'est-à-dire que si vous voulez modifier quelque chose dans la blockchain, vous devez aller chez 51% des membres, en quelque sorte, de cette blockchain. Chez tous les nœuds, donc, je vous ai dit que chaque nœud avait une copie de la blockchain. Et en fait, si vous voulez vous rajouter par exemple des bitcoins, vous devez aller chez 51%, donc là on en avait 8, donc il faut aller chez 5 nœuds et écrire j'ai 10 bitcoins. Donc dans une blockchain de 8 personnes, déjà il faut faire 5 cambriolages, parce qu'il faut aller sur l'ordinateur ou sur le serveur. Dans une blockchain de la taille du bitcoin, c'est impossible. Donc voilà, double sécurité. Ensuite, la transparence de plusieurs choses. D'une part, une blockchain, c'est un logiciel, enfin, c'est open source, ce qui fait que vous avez accès au code, vous savez ce que c'est, vous connaissez les règles. Et la deuxième chose, c'est le registre. Vous pouvez consulter à tout moment les registres qui sont stockés, je vous ai dit, à plusieurs endroits. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez savoir, vous pouvez retracer l'historique. Vous pouvez retracer l'historique d'une personne, savoir si elle est solvable, et ça en fait une véritable force. Et enfin, c'est l'autonomie. Le quatrième pilier, l'autonomie, ça consiste en fait, je vais reprendre encore l'exemple du Bitcoin, c'est la première blockchain. L'autonomie, quand on fait une transaction de A vers B, la transaction doit être validée. On doit vérifier si A a de l'argent, si B peut recevoir, etc. Et du coup, il faut bien qu'une personne le fasse. Il faut que son ordinateur soit allumé, par exemple. Et qu'on puisse comparer si le registre qu'il a sur son ordinateur dit bien, oui, effectivement, A a de l'argent, B peut recevoir, etc. Du coup, cette personne est rémunérée. Et on la rémunère avec le token de la blockchain. Donc en l'occurrence, on lui donne un bitcoin, par exemple. Et ce qui fait que ce bitcoin servira à faire d'autres transactions qui seront encore rémunérées, etc. Ce qui fait que le système est totalement autonome. Il repose par contre sur, il faut de l'électricité, il faut Internet, ce genre de choses. Et du coup, on a quand même créé un système qui est extrêmement technique, qui peut être très utile, c'est très sécurisé, c'est pas très cher à mettre en place, ce que je l'ai pas dit. C'est transparent, c'est pas mal. Ça saute les intermédiaires, donc c'est la voix à la majorité, la voix aux utilisateurs. Et enfin, c'est un système autonome qui fonctionne tout seul. Du coup, on s'est rendu compte que ce système pouvait peut-être servir à d'autres choses. Je vous ai parlé uniquement du Bitcoin. Peut-être qu'on peut utiliser cette technologie pour autre chose. Donc pour que vous compreniez mieux comment on peut utiliser cette technologie, je vais vous raconter une histoire très rapide. C'est 100 vieux qui se retrouvent sur une île déserte. On leur donne tous un calepin. On leur donne un stylo et on leur attribue à chacun 50 tirets. Donc vous avez la liste des 100 vieux, vous avez les 50 tirets, ils ont un stylo. Et ils vivent en autarcie totale. Ils doivent produire leur pain, leurs chaussures, leurs tomates, etc. Donc la première personne, Elisabeth, elle prend son calepin, très bien, et elle va voir Paul, elle va lui acheter du pain. Du coup, elle va voir Paul et dit « Écoute, Paul, je vais t'acheter du pain, tu me donnes une baguette, en échange, je te donne 2 tirets. » Les deux se mettent d'accord, ils tapent dans la main, et tous les deux se mettent à hurler dans toute l'île. « Elisabeth me donne 2 tirets, en échange, je lui donne une baguette. » Donc du coup, tout le monde note dans son petit calepin, dans son registre, tac, 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 Elisabeth -2, Paul +2. Et en fait, au fur et à mesure de cette histoire, vous pouvez retrouver tous les piliers qui sont énoncés ici. Donc Elisabeth continue, elle veut acheter des chaussures. Donc elle va voir André, qui est aussi dans la liste. Donc écoute André, je voudrais t'acheter des chaussures, c'est 20 tirets. Donc elle continue, les deux se mettent d'accord, et les deux se mettent à hurler encore, dans tout le village. Elisabeth m'achète des chaussures contre 20 tirets, et en échange, etc. Du coup, tout le monde note, moins 20 tirets. Et à la fin, Elisabeth n'a plus qu'un seul tiret. Elle veut s'acheter un chapeau qui en coûte 5.
Du coup, Elisabeth va voir le vendeur de chapeaux, qu'on va appeler Kevin, et elle va voir le vendeur de chapeaux et lui dit « Je veux t'acheter un chapeau et en échange, je te donne 5 tirets. » Sauf qu'elle n'en a plus qu'un, elle ne peut pas. Et elle peut rajouter sur son carnet à la main les tirets, sauf que tout le monde sait qu'elle a un seul tiret, parce que les 99 autres ont, pour la case Elisabeth, un seul tiret. Du coup, il faut qu'elle aille chez tout le monde, modifier. Donc là, on est dans une blockchain de 100 personnes, en fait. Il faut qu'elle aille chez 51 personnes, modifier et se rajouter des tirets. Et là, en fait, ces tirets, on se rend compte petit à petit que ce sont comme des bitcoins. Et vous pouvez retrouver ce système de transparence, de sécurisé, etc. Donc je vous ai dit que cette technologie était très intéressante, mais le bitcoin, c'est un peu vieux, ça a été créé en 2008. Ça consomme beaucoup d'énergie. Du coup, et de toute façon, en dehors de ça, on peut améliorer la bitcoin. On peut par exemple rajouter des programmes d'exécution. Ah ouais, bon, je vais aller très vite alors. On peut rajouter des programmes. Du coup, pour reprendre l'histoire des vieux, Kasparov et Pierre font une partie d'échecs. Et ils disent tous les deux, si Kasparov gagne, je lui donne 10 tirets. Si Pierre gagne, je lui donne 10 tirets. Et à la fin, même si l'un a perdu et ne veut pas donner, trop tard, tout le monde a noté que s'il perdait, il devait donner. Donc tout le monde note dans son calepin qu'il a perdu ses tirets. Et il ne peut rien y faire. Et en fait, ça, c'est l'exécution d'un programme. C'est comme l'exécution d'un contrat en droit, qui se fait à partir d'un informatique. Et c'est le smart contract dans la blockchain. Ça a été développé par la blockchain Ethereum. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. On peut prendre d'autres exemples. Avec la blockchain a été déclinée aussi pour faire des ICO, qui sont des levées de fonds en crypto-monnaie. Donc là, c'est la même chose. Vous levez des fonds pour votre startup, et en échange, vous émettez des tokens. Des tokens, c'est des unités de crypto-monnaie, comme le Bitcoin. Vous émettez des tokens, les gens achètent ces tokens, et en échange, vous recevez de l'argent. Vous pouvez stocker des données. Parce que quand vous stockez des données sur un serveur, c'est à un seul endroit, c'est faillible. Si vous stockez sur la blockchain, c'est répliqué à plusieurs endroits. Du coup, c'est plus sécurisé pour vous. Ou enfin, j'en ai 2 minutes encore, c'est bon. Et enfin, on va prendre un exemple d'assurance. Ça a été un des premiers secteurs. Dans le domaine des assurances, imaginez un assureur et un agriculteur qui se mettent d'accord. S'il neige en avril, je te donne 1000. S'il grêle en avril, je te donne 10 000. S'il ne se passe rien, tu me donnes 100. Ils mettent ça sur une blockchain, corrélée par exemple à Météo France, et ça se fait automatiquement. On gagne du temps, on gagne de l'argent, ça va plus vite, et l'agriculteur sera content, il est sûr qu'il sera remboursé, l'assureur gagne du temps, etc. Du coup, en fait, les possibilités de cette technologie sont infinies, et j'arrive à la fin. Se pose quand même de nombreuses questions. Par exemple, comment les États, comment la France va se positionner face à une technologie qui, en exagérant, a pour but de se passer des États, en exagérant. Comment les États vont se positionner face à une technologie qui est source de croissance, une technologie qui est créatrice d'emplois, mais qu'ils ne contrôlent pas tellement. Comment les législateurs, plutôt, va donner un cadre juridique à la blockchain. Quel cadre juridique ils vont donner? Comment on définit en droit fiscal un token? En comptabilité, vous le mettez où? En actif, en banque, en réserve? Donc il y a énormément de questions. Et enfin, comment les entreprises, pour finir, c'est ce qui nous intéresse au final, comment les entreprises vont se positionner face à cette technologie? Est-ce que déjà ils vont l'utiliser? Est-ce qu'ils vont développer à l'intérieur de leurs entreprises des équipes de blockchain, ou alors est-ce qu'ils vont racheter des startups qui vont développer des blockchains? Et donc là, je vous ai mis plein d'exemples d'entreprises qui travaillent ou qui ont travaillé dans la blockchain. Au hasard, Carrefour fait ça pour ses poulets. Vous pouvez suivre les poulets Carrefour. Storj fait du stockage de données à plein d'endroits, très sécurisé. BNP Paribas, on a parlé du CIC juste avant. EDF, Peugeot pour ses pièces détachées, je crois. Filecoin, ils ont fait une ICO, donc c'est une levée de fonds en crypto-monnaie. Une ICO de 250 millions en moins de 48 heures. Voilà, vous en avez plein, j'en ai pris quelques-uns, il y a les GAFA évidemment, et il y en a forcément plein d'autres, et ça va continuer. Voilà, donc pour conclure, c'est très compliqué en 15 minutes. J'espère que vous avez en tout cas compris les bases et les enjeux, et que vous avez un socle commun pour apprécier pleinement les intervenants qui vont suivre. Voilà. Merci Marc.
Alors, effectivement, expliquer ou présenter un sujet aussi vaste que la blockchain en 15 minutes, c'est un exploit, je pense. J'ai vu que vous étiez les regards étaient plissés, vous étiez très attentifs, effectivement. Alors, on va essayer de développer un petit peu. Juste avant, je vais vous demander donc d'accueillir les autres intervenants qui vont enrichir le débat. On va commencer, je vous propose d'accueillir Monsieur Jean-Michel Miss. Bonsoir, donc je vous propose de l'applaudir. Bienvenue. Alors, je précise... Vous êtes député de la Loire, vous êtes membre de la commission des lois, co-rapporteur de la mission d'information sur les blocs de chaîne, donc les blockchains, et vice-président de la commission cyberdéfense et souveraineté numérique de l'Assemblée nationale. Donc vos cybersécurité, tout à fait. Vous représentez en quelque sorte l'État. Je vais également vous demander d'accueillir Monsieur Jean-Philippe Renard, s'il vous plaît. On va l'applaudir aussi. Bonsoir. Économiste et informaticien, ancien doyen du corps professoral à Grenoble École de Management. Et enfin, le dernier intervenant, Monsieur Alirol Olivier, directeur général de Blue Horizon. Merci. Merci, messieurs, d'être avec nous ce soir. Donc, on va poursuivre le débat en capitalisant sur ce que Marc nous a présenté. Alors, moi, j'ai retenu un certain nombre d'éléments, alors peut-être pas exhaustifs, mais ce qui caractérise notamment la blockchain, c'est que déjà, elle a été constituée, créée, inventée dans un contexte de méfiance. Et je crois que cette notion de confiance joue un rôle très important dans la blockchain. Donc, on y viendra juste après. Il y a également cette notion qu'apparemment, chaque personne... bloc de chaîne peut être à la fois acteur, contributeur, consommateur et garant du système. Et enfin, il y a ces 4 piliers de la blockchain. Désintermédiation, dans la mesure où l'information n'est pas centralisée, elle est décentralisée. Sécurité, transparence, autonomie. Alors, une première question que j'aurais envie de vous poser, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, peut-être au travers d'exemples, en quoi justement la blockchain a le potentiel d'être une technologie aussi révolutionnaire. Parce que certains la présentent littéralement comme une technologie révolutionnaire. Pourquoi? Qui veut se saisir? Monsieur Renard? Vous attaquez fort. En quoi ça peut être une technologie révolutionnaire? C'est la conclusion, c'est pas l'introduction. Alors, en quoi est-ce que la blockchain peut être une technologie révolutionnaire? Je reviens quand même 15 secondes sur la problématique de la méfiance et de ce qui s'est passé en 2008. C'est vrai que la blockchain, enfin Nakamoto a lancé la blockchain fin 2008, c'est incontestablement lié aux problématiques de la crise de 2008, mais il y a un sous-jacent idéologique qui est beaucoup plus ancien. Les crypto-monnaies, de manière générale, la Bitcoin ne sont pas la première crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ont été conçues par un groupe américain qui s'appelle les cypherpunks, qui sont des informaticiens ultra-libertaires. Il s'agissait dès l'origine de construire une monnaie, je ne sais pas si on peut appeler ça monnaie en tant qu'économiste, la question se pose, mais dans tous les cas de construire un instrument d'échange, une unité de compte qui puisse s'abstraire d'une autorité centrale. Donc il y a effectivement une notion de méfiance, mais il ne faut pas penser que ça a démarré en 2008. C'est très antérieur à 2008. Et Nakamoto a publié ça dans la mailing list des cypherpunks. En quoi est-ce que ça peut être révolutionnaire? Marc nous a très bien expliqué ce dont il s'agit. Le principe, c'est tout simplement d'avoir un outil qui vous permet de stocker de l'information de manière totalement pérenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une information, une transaction, puisqu'on parlait des bitcoins, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un titre de propriété, ça peut être un smart contract, comme il disait tout à l'heure, à partir du moment où une information est stockée au sein de la chaîne de blocs, elle est immuable. Et ce processus de stockage est un processus qui est totalement décentralisé, qui repose sur des algorithmes qui ne sont pas si compliqués que ça, mais enfin on ne va pas rentrer dans le détail. Je peux, sans intermédiaire, c'est-à-dire en l'occurrence sans tiers de confiance, stocker n'importe quoi dans une chaîne de blocs. À partir du moment où je stocke une information binaire, ça peut être une transaction, ça peut être du code, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc imaginez que tout ce que vous faites en passant par un tiers de confiance peut passer par la chaîne de blocs. Les applications sont innombrables. Les applications, on n'en a pas la moindre idée aujourd'hui. À ce stade, la blockchain est au même niveau que l'on était à la fin des années 70 quand a été inventé le fameux protocole TCP/IP, celui que vous utilisez quotidiennement pour Internet. Qui, à la fin des années 70 ou au début des années 80, vous aurait parlé de Facebook, voire de Snapchat, qui est encore plus exotique
que Facebook. Personne. Donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile de savoir ce que sera la blockchain demain. Ce qui est certain, c'est qu'on a maintenant, on a là un outil qui a un potentiel énorme. On a évoqué l'assurance. Tout ce qui est stockage de données pérenne, c'est effectivement quelque chose qui peut rentrer dans la blockchain. Tout ce qui est smart contract, je vais interdire l'entrée à un véhicule à partir du moment où on n'a pas payé, on n'a pas remboursé le crédit. Je vais empêcher d'ouvrir ma porte à partir du moment où mon locataire n'a pas payé ce qu'il me doit. Les applications sont innombrables. Donc, si je résume, ça facilite les transactions, notamment. Ça facilite énormément de choses. Juste un dernier point. En introduction, on a opposé le système bancaire et la blockchain. La blockchain n'est pas l'ennemi du système bancaire, bien au contraire. Donc pour le moment, effectivement, c'est une révolution pour les banques qui ont l'habitude de contrôler tout, et là, il y a des choses qui vont partiellement leur échapper. Mais les banques sont extrêmement actives dans la blockchain. Le consortium R3, qui rassemble les principales, enfin un grand nombre de banques mondiales, est tout simplement en train de monter une blockchain pour gérer en fait les processus de compensation, pour être une sorte de substitut au système SWIFT. Donc le potentiel est absolument énorme et on n'a à ce jour pas la moindre idée de ce que fera la blockchain demain. On est face à une technologie qui n'est pas encore mûre, ne l'oublions pas. D'accord. Merci. Je ne sais pas, Monsieur Miss, parce que j'aimerais revenir sur cette notion de tiers de confiance, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, dans le cadre d'une transaction immobilière, pour reprendre l'exemple d'une banque, grâce au système, on n'aura plus besoin du concept de banquier, on n'aura peut-être plus besoin à une certaine échelle, peut-être de l'État dans certaines transactions. Est-ce à dire que ces tiers de confiance vont totalement disparaître avec la maturité grandissante de la blockchain, Monsieur Miss? Non, je crois que justement, la blockchain, c'est d'abord une technologie. Donc c'est une technologie de rupture. Donc c'est pour ça qu'on parle de disruption, mais moi, on a souhaité dans ce rapport essayer de se réapproprier un certain nombre de vocabulaire aussi qu'on peut traduire en français. Et donc on parle de technologie de rupture parce qu'effectivement par rapport à l'état actuel des choses, elle amène un certain nombre de changements qui peuvent être effectivement fondamentaux. La notion de tiers de confiance, c'est vraiment à l'origine de la blockchain, à travers cette culture cyberpunk qui existait, cette notion de défiance par rapport à un certain nombre d'organes étatiques et la volonté de contourner entre acteurs dans une économie qui serait beaucoup plus décentralisée, effectivement un certain nombre de transactions. Mais je crois qu'effectivement on en est un peu revenu dans la mission que je conduis. Donc pour situer un petit peu, je suis rapporteur d'une mission parlementaire sur la blockchain. Il y a également une mission parlementaire qui a lieu plus spécifiquement sur les crypto-monnaies parce que c'est vraiment deux enjeux qui sont interconnectés mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La blockchain dont on parle a plus sa vocation à agir dans l'économie d'une façon beaucoup plus large que simplement la monnaie. Et effectivement, on peut considérer aujourd'hui que cette technologie va demain, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment au balbutiement. La technologie a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, on commence à avoir les premières applications concrètes. En France, notamment à partir du mois de mai, nous sommes dans le mois où, effectivement, la Banque de France va gérer par blockchain. Donc, on parle de tiers de confiance. Quel plus bel exemple de tiers de confiance que la Banque de France, va utiliser la blockchain pour gérer ce que vous avez tous et toutes rempli un jour, les virements SEPA. Donc les virements SEPA, à partir de la fin du mois, seront gérés par une technologie blockchain, parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé, c'est une technologie qui est assez simple dans la façon dont c'est organisé. Un certain nombre de codes donne des instructions en disant, effectivement, c'est un peu ce qu'on avait connu avant avec un certain nombre d'opérateurs booléens qui conditionnent en fonction d'hypothèses qu'on a prédéfinies des actions automatisées. Et c'est l'intérêt de la blockchain, c'est qu'elle automatise un certain nombre de transactions qui sont effectivement sur lesquelles il y a un consensus qui est fait par les membres qui l'utilisent. Je crois que c'est important, au-delà de la confiance, il faut également qu'on puisse avoir un petit focus sur la nature des blockchains. Il y a deux grandes familles de blockchains. Blockchains ouvertes, effectivement, qui sont celles qui, à l'origine, ont été mis en place dans cette culture un petit peu on va dire, anti-système, si je puis dire. Et puis, il y a une culture aujourd'hui d'une blockchain qui est peut-être plus mature, peut-être un peu moins mythique par rapport à ses géniteurs originaux, mais qui est celle qui est utilisée par l'industrie, qui sont plutôt ce qu'on appelle des blockchains de consortium, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs se mettent d'accord pour mettre en place des processus de décision entre eux, et ces processus de décision sont implémentés dans
une blockchain, dans une technologie blockchain, et on peut effectivement mettre un certain nombre d'applications dessus. On peut les gérer de différentes manières, depuis un smartphone, depuis un terminal, d'une manière quelconque. Juste, effectivement, c'est important. Intéressant ce que vous dites. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux types de blockchain. Il y a des blockchains dites ouvertes, publiques, mais il y en a également qui peuvent être créées entre des entreprises à titre privé. Oui, alors du coup, on retrouve un peu la notion de confiance quelque part, sauf que la notion de confiance n'est plus vraiment étatique ou para-étatique, mais elle est, de par les tiers qui sont amenés à agir sur cette technologie. On l'a vu dans les exemples qui ont été donnés. Quelque part, les groupes que vous avez énumérés, d'une certaine manière, agissent comme des tiers de confiance. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est d'ailleurs intéressant, qui est sorti ce matin. 35% des Français sont d'accord pour utiliser Amazon, par exemple, comme pour souscrire des assurances en ligne sur Amazon, ou pour utiliser ces grands GAFA comme pour détenir, par exemple, un compte bancaire. Donc on voit bien que la notion de confiance, aujourd'hui, elle est parfois pas portée par des opérateurs étatiques ou par des pays ou des États ou des gouvernements en tout cas, mais elle peut être portée par des entreprises. Et la question se pose également de nouvelles manières. Peut-on faire confiance à ces entreprises au même titre que les États ou que les gouvernements? C'est une question ouverte, je n'y réponds pas. Simplement, ça fait partie des questionnements qu'au sein de la mission on se pose, puisque ça veut dire que quelque part, il y a une forme de transfert de souveraineté qui n'est plus étatique, mais qui est quelque part au sein de sociétés qui sont bien évidemment multinationales. D'accord. Merci, Monsieur Miss, pour ce complément. Alors, Monsieur Alirol, je vous propose de prendre un micro. Peut-être, vous êtes donc, vous avez créé donc directeur général une start-up, le Blue Horizon. Vous utilisez au quotidien la blockchain. Peut-être à travers votre exemple que vous pouvez nous présenter, en quoi justement la blockchain vous sert dans le cadre de votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, dans le cadre de l'entreprise, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une marketplace de la connaissance et on met en relation les créateurs de connaissances avec les consommateurs de connaissances, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle, nous, le monde de l'innovation. Donc ces innovateurs consomment la connaissance pour produire les innovations de demain. Et les transactions se font en crypto-monnaie? Et les transactions se font dans cette crypto-monnaie qui est que nous, on a nommé monnaie de la connaissance et qu'on a nommé Connecti. Très bien. Et je voulais rajouter bon, je pourrais en parler plus longuement, mais pour compléter un peu ce que mes confrères ont dit sur les crypto-monnaies et sur la partie des intermédiations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la blockchain, elle ne vient pas là supprimer vraiment les acteurs qui existent actuellement, comme les notaires, par exemple. Elle est plus là pour revenir leur apporter un nouvel outil qui simplifiera leur travail. Le notaire, typiquement, dans le cadre d'une blockchain qui permettrait de stocker des actes notariés, le notaire sera toujours indispensable pour notamment publier ces actes notariés sur la blockchain. Et un bon exemple a été donné lors du dernier sommet de l'Union africaine, le TAS 2018, où la blockchain a été au cœur du débat et de nombreux exemples ont été donnés sur l'utilisation de la blockchain pour ces pays en voie de développement et qui ont besoin qui souffrent d'un manque de confiance dans plusieurs secteurs, le secteur administratif notamment, avec l'absence de cadastre, etc. Et là, la blockchain vient leur apporter un véritable outil qui permet de faire un bond et de faire le même genre de transition qu'ils ont fait avec les télécommunications, où ils ont sauté carrément la phase du téléphone filaire en passant directement à la 4G. Pareil pour les systèmes bancaires, où ils sont passés directement de l'absence de paiement, à l'absence de carte bleue, à directement des paiements via les smartphones. Là, avec la blockchain, ils peuvent faire ce bond technologique et passer d'un système où là, ils sont en retard par rapport aux pays occidentaux, à un système plus moderne que nous, en copiant par exemple l'Estonie, ce que fait l'Estonie en numérisant l'ensemble de leurs services administratifs. D'accord. Alors peut-être un exemple pour les pays d'Afrique, il existe un site Bitland, si je parle sous votre contrôle, oui, qui permet, parce que dans certains pays d'Afrique, si vous le savez, il est des fois très dur d'attester que vous êtes propriétaire d'une terre.
cet outil, cette plateforme, à travers la blockchain, permet d'attester que, effectivement, avec un plan cadastral, vous en parlerez peut-être mieux que moi, que justement, vous êtes bien propriétaire de ce terrain. Et juste pour continuer sur, par exemple, les pays d'Afrique, il est intéressant de savoir que les pays d'Afrique, il est plus facile d'avoir accès à un téléphone portable que, par exemple, d'ouvrir un compte en banque. Et donc là, on peut mesurer justement l'impact de la blockchain, puisqu'avec un smartphone, on peut directement mettre en place des transactions au travers de la blockchain. Et un des grands débats là, de ces derniers sommets, c'était de créer une crypto-monnaie commune aux 26 nations africaines. D'accord. Alors juste peut-être pour rebondir et terminer sur cette notion de tiers de confiance, si j'ai bien compris, en fait, les tiers de confiance ne vont pas disparaître, puisque M. de Beaucorps disait qu'une fois qu'une information, une donnée entre dans le système, elle est entre guillemets gravée dans le marbre numérique. C'est bien ça. Pour autant, il faut bien que quelqu'un atteste, certifie de cette information. Et donc c'est là justement que les tiers de confiance jouent un rôle qui serait peut-être différent, qui transpose leur rôle. Ah, je vois que ça vous fait réagir, Monsieur Renard. Non, ça c'est une question de réglementation. Effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui valide, d'où la pérennité des notaires, etc. Mais techniquement parlant, vous n'avez pas besoin du notaire. Si l'État décide que l'on n'a plus besoin des notaires, c'est-à-dire qu'un accord de gré à gré qui est inscrit dans la blockchain est considéré comme valide, je n'ai plus besoin de notaire. Il ne faut pas confondre la capacité technique de l'outil et le cadre réglementaire dans lequel on évolue. Je ne dis pas qu'il est souhaitable que les notaires disparaissent, que les choses soient claires. Je veux simplement qu'on comprenne bien qu'il est un certain nombre de cas où des tiers de confiance formels, tels qu'on les a définis, tels que nos États les ont définis, ces tiers de confiance pourraient éventuellement disparaître. On pourrait éventuellement s'en passer. Techniquement parlant, c'est possible. Juridiquement parlant, et je pense que c'est heureux, ce n'est pas le cas, mais je pense que vous pouvez compléter. Oui, Monsieur Miss, j'allais vous lancer. Non, vous avez raison, il faut pas confondre ce que la technologie permet de faire et la réglementation qu'on met en place pour limiter un certain nombre de... Alors on peut appeler ça dérive quand on est négatif ou simplement régulation quand on est un peu plus positif. Mais je crois que le rôle de l'État, effectivement, en tout cas nous, moi je ne parle pas au nom de l'État, je parle au nom du Parlement, c'est pas tout à fait pareil quand même. On n'a pas prétention à faire la loi, mais pas substituer évidemment à la réglementation qui peut être portée par les différents ministères qui peuvent intervenir sur ces sujets. Moi, ce qui est important de noter, je crois, dans ce que vous venez de dire, effectivement, c'est que par rapport à la réglementation, nous, la mission qu'on s'est confiée dans cette mission, justement, sur la blockchain, c'est plutôt d'essayer de voir de quelle manière on peut libérer l'économie, voir de quelle manière on peut faire émerger au niveau international des entreprises françaises qui puissent nous assurer ce qu'on n'a pas été capable de faire dans les années 95 avec Internet, c'est-à-dire une forme de souveraineté sur des sujets qui sont des sujets économiques et pas simplement des sujets technologiques. Parce que sur le plan technologique, moi je suis intervenu à l'école des mines à Saclay, il n'y a pas de difficulté. On a le savoir-faire technique, on n'a pas de retard technique, on a des savoir-faire par rapport à la maîtrise de l'intelligence de l'outil. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que, puisque vous parliez tout à l'heure en introduction des ICO, effectivement, cette capacité à lever des fonds pour faire émerger justement des intervenants de rang international, voire mondial, lorsqu'aujourd'hui une entreprise régionale lève des fonds en ICO, c'est autour de 20-25 millions. Au niveau national, on est à 250-300 millions d'euros dans le meilleur des cas. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, Telegram a levé 1,7 milliard. Donc, si vous voulez, on est dans des échelles. Et ce qui pose problème, c'est effectivement ce passage à l'échelle. C'est de faire en sorte de savoir de quelle manière, nous, en tant que dépositaires de la législation, justement, qu'on peut mettre en place, au niveau fiscal et au niveau juridique, on peut faire en sorte de faire émerger, ou en tout cas de faciliter l'émergence de sociétés qui puissent lever des fonds au même niveau que nos effectivement, concurrents, parce qu'on se trouve sur un marché concurrentiel. On ne nous a pas entendus, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit ailleurs. Et donc je crois que c'est extrêmement important de voir que cette souveraineté par rapport aux tiers de confiance, elle n'a d'intérêt que si nous, on est également capable de faire émerger en France les acteurs qui pourront porter les entreprises que vous avez vues, la blockchain n'étant qu'un des moyens de faire émerger
à travers cette technologie une industrie et du commerce. D'accord, donc le rôle d'un État comme la France, c'est d'accompagner justement l'évolution, la maturation d'une technologie comme la blockchain. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de crypto-monnaie, notamment tout à l'heure. On reste dans le secteur économique. On peut lire un certain nombre de choses sur la crypto-monnaie ou même sur la blockchain pour généraliser. On a l'impression en fait que c'est un peu une technologie miracle. Est-ce qu'il y a quand même des dérives qui peuvent être constatées dans le cadre de la blockchain? Est-ce que, voilà, je vais aller au bout de mon raisonnement, Monsieur Renard, je crois que vous me voyez venir. Par exemple, on peut lire que la crypto-monnaie peut financer des cellules terroristes, par exemple, puisque ça permet des transactions un peu facilitées, ça peut nourrir le darknet, donc cette couche du net qui permet, là encore une fois, des transactions illégales. Juste pour bien qu'on resitue, quelles sont les dérives possibles de la blockchain? Les dérives possibles, ce ne sont pas des dérives de la blockchain, ce ne sont pas des dérives de la technologie, ce sont des dérives des utilisateurs. Mais c'est la technologie qui permet ça. Mais la technologie, si je vous donne un marteau, vous pouvez vous en servir pour frapper votre patron, et comme vous pouvez vous en servir pour quelque chose de positif. C'est l'usage qui compte. Oui, il y a des dérives. Bernard Debré a acheté de la cocaïne il y a 2 ans et l'a payé en bitcoin. Sa conclusion était non pas que la cocaïne était bonne, mais que les bitcoins devaient être interdits. Tout ça n'est pas très sérieux. Oui, le bitcoin est la monnaie dominante des marchés noirs financiers. C'est mon domaine, c'est ça, beaucoup plus que la blockchain. Vous allez sur n'importe quelle plateforme de vente de stupéfiants sur le dark web, vous allez payer en bitcoin. Donc oui, c'est une dérive. Sachez quand même que, et Marc l'a évoqué, le bitcoin n'est pas anonyme. On a fermé un nombre important de plateformes récemment, tout simplement parce qu'on peut suivre les transactions en bitcoin. Inversement, il y a évidemment d'autres monnaies crypto-monnaies qui sont beaucoup plus anonymes, qui sont en train d'émerger. Donc oui, effectivement, il y a une dérive dans l'utilisation de la crypto-monnaie. De la même manière qu'il y a une dérive dans l'utilisation des billets de 500 €. De la même manière qu'il y a une dérive dans l'utilisation du cash en général. Il ne faut pas faire d'amalgame excessif. Oui, cela permet de faire des choses qui sont interdites. C'est incontestable. Mon téléphone me permet de faire des choses interdites. Ma voiture aussi. Ne mélangeons pas tout. Ce qui est condamnable, c'est l'usage. Ce n'est pas l'outil en tant que tel. Alors du coup, de ce qu'on comprend aussi dans la technologie blockchain, c'est la notion de traçabilité qui est peut-être plus difficile, ou de même du coup, est-ce qu'un pays comme l'État, un pays comme la France par contre, un État comme la France a capacité justement à pouvoir tracer? Parce que en fait, de ce qu'on comprend dans la blockchain, c'est que comme l'information est décentralisée, comment est-ce qu'on peut tracer cette information? Toute transaction en Bitcoin est accessible par Internet. Vous avez fait une transaction il y a 5 ans ou il y a 4 ans en Bitcoin, vous pouvez retrouver, n'importe qui peut retrouver, vous pouvez retrouver la transaction que j'ai faite il y a un certain temps. Le problème est que le traçage est relativement compliqué. Mais c'est une affaire de cybersécurité, vous connaissez ça. Il y a des services en France comme ailleurs, mais vous répondrez mieux que moi sur le sujet, qui sont tout à fait capables de désanonymiser un certain nombre de transactions. Donc je ne sais pas où on en est avec les services français, mais vous pouvez répondre, je pense. Oui, rapidement, M. Miss, puis après M. Alirol, si vous pouvez réagir. Très facilement, on n'a pas de complexe à avoir par rapport aux autres dans ce domaine. On sait faire. Le problème, je crois c'est un peu un mythe, honnêtement. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, elle ne se situe pas dans ce qu'on peut interdire, enfin du moins dans ce qu'on peut dissimuler sur le dark web avec ce type de technologie qui effectivement n'est qu'un outil parmi d'autres technologies d'ailleurs, et qu'on peut effectivement tracer. C'est une question de temps. Surtout une question de puissance de calcul, mais on n'est pas en retard par rapport à ça. La vraie question qui se pose aujourd'hui, je renverse un peu la proposition, c'est plutôt, depuis la mise en place à partir du 25 mai, vous avez dû toutes et tous recevoir des mails ces jours-ci, c'est plutôt d'avoir ce qu'on appelle le droit à l'oubli sur Internet, et effectivement la capacité à ne pas divulguer un certain nombre d'informations qu'on souhaite avoir. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a eu, par rapport à ce fameux registre général des données personnelles, des interrogations
interrogations par rapport à la blockchain, parce que par sa nature même, son caractère immuable fait que ce que vous y mettez dessus, quelque part, a vocation à y rester un certain temps. Et donc, effectivement, il y a plutôt un questionnement sur la capacité à faire en sorte que les données qu'on peut avoir sur la blockchain ne soient pas justement ad vitam aeternam au regard de tout le monde. Et donc la question se pose par rapport à la cryptographie, effectivement, la capacité d'avoir plutôt une identité numérique, quelque chose qui fait qu'on peut aller rechercher de l'information sur vous sans que ce soit directement la totalité de l'information disponible sur vous qu'on puisse retrouver sur la blockchain comme sur d'autres registres d'ailleurs, puisque la blockchain n'est qu'un registre distribué, effectivement, comme ça a été dit au début. Merci Monsieur Miss. Une réaction, oui, Monsieur Alirol ? Oui, juste pour réinsister sur ce qui a bien été dit, c'est un peu absurde d'utiliser le Bitcoin pour faire quelque chose d'illégal puisque c'est indélébile et public à vie. Donc même si on n'est pas pris sur le fait, à un moment donné, on pourra toujours remonter vers l'origine de la transaction et incriminer la personne en question, quoi. Surtout si les volumes deviennent conséquents. Et du coup, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec le FBI qui a fermé Silk Road et que maintenant le FBI est le plus gros détenteur de Bitcoin, quoi. Un des plus gros détenteurs de Bitcoin. Silk Road, c'est un site du Darknet qui permettait l'achat de produits illicites, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors du coup, je vous propose de garder le micro, mais dans vos relations avec vos clients, par exemple, quand vous leur proposez justement cette technologie, vous leur en parlez, est-ce que vous constatez une forme de réticence ou à l'inverse, vous constatez une forme d'emballement au regard de la blockchain quand vous leur présentez ? Donc eux, dans le cadre de notre plateforme, la blockchain est utilisée de façon presque transparente pour le client final. Lui, il le voit comme un service qui fonctionne de façon fluide et transparente, et il se soucie peu de la technique qu'il y a vraiment derrière, quoi. D'accord, donc pour eux c'est plutôt un gage de confiance. Il n'y a pas de méfiance vis-à-vis de cette technologie comme on peut voir pour d'autres technologies. Non, il y a beaucoup d'interrogations pour savoir comment ça fonctionne, etc. Mais au final, de toute façon, c'est comme quand quelqu'un utilise son smartphone. Il se soucie peu de comment ça fonctionne réellement. Il constate juste que ça marche et qu'il est content que ça marche, quoi. D'accord. Alors peut-être juste une question, on parle de Bitcoin depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre, alors je pense que c'est plutôt vous, Monsieur Renard, du nombre de crypto-monnaies différentes qu'il y a ? Juste pour qu'on puisse vérifier. Actuellement, la dernière fois que j'avais regardé ça, je crois qu'on était à 1500. Pour vous situer les choses, l'année dernière est apparu le Pen et le Macron. Voilà, deux crypto-monnaies différentes qui ont vécu quelques semaines. Je crois que le Macron existe encore, d'ailleurs. Bon, les transactions étaient de quelques milliers d'euros. Il est très facile. Vous rentrez chez vous ce soir, vous passez, vous avez pour 1 heure ou 2 avant de comprendre un peu le système, mais après, vous pouvez vous-même créer votre crypto-monnaie. Vous avez des sites qui vous permettent de créer votre propre crypto-monnaie. Puis de lancer une ICO et de faire ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire que vous récupérez les tokens et puis vous vous sauvez avec l'argent. Attention, c'est le Far West pour le moment, tout ça. Le Darknet et le Far West, mais les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est encore le Far West. Vraiment. Ils partent avec la caisse, au sens strict du terme. D'accord. Alors pour rester encore sur les crypto-monnaies, en fait, on parlait beaucoup de confiance et de transparence dans le cadre de la blockchain, mais on peut voir par exemple que, je vais prendre l'exemple du Bitcoin, parce que c'est vrai que c'était l'exemple originel, on voit que ça fluctue la valeur du Bitcoin. Donc quelle garantie est-ce qu'on peut avoir ? Enfin, du coup, c'est un peu paradoxal avec cette notion de confiance, puisque en quoi est-ce que c'est solide ? Puisque c'est une monnaie totalement virtuelle. Elle repose sur quoi, cette valeur, la valeur de cette monnaie ? Ou je ferai réagir. Sur quoi repose la valeur du billet de 10 € que vous avez dans votre poche ? Votre billet de 10 €, il coûte, je ne sais pas, 10 centimes à fabriquer, je ne connais pas les prix, mais enfin, ne repose certainement pas sur sa valeur intrinsèque. Nixon a abandonné les talons or il y a 40 ans maintenant. La monnaie ne repose absolument pas sur un sous-jacent matériel. C'était le cas d'une des crypto-monnaies théoriques d'ailleurs, qu'on appelle le Bitcoin. Enfin, la valeur de la monnaie repose exclusivement sur la confiance que vous accordez à cette monnaie. C'est pour ça qu'on parle de monnaie fiduciaire. On ne parle plus de monnaie qui s'appuie sur l'or. Donc la confiance, c'est simplement le fait que je suis convaincu, si je veux faire une transaction, acheter quelque chose, que je trouverai un partenaire qui sera prêt à me fournir le produit, le bien ou le service que je souhaite et qui acceptera qu'il soit payé en Bitcoin. Toute monnaie repose exclusivement sur la confiance. C'est la même chose pour les bitcoins et pour les monnaies strictement fiduciaires, si ce n'est que les monnaies classiques sont régulées par l'État. Une monnaie classique ne peut pas partir dans tous les sens.
Le Bitcoin, c'est tout et n'importe quoi. On était à 20 000 $ il y a 6 mois, on est à, j'en sais rien, 8 000 $, quelque chose comme ça en ce moment. C'est pour ça que je suis un peu dubitatif quand on me parle de grand banditisme. Je vois mal la mafia risquer les dizaines de millions de dollars qu'il gère sur quelque chose dont le cours varie de manière aussi dramatique. Mais je fais très vite parce que je veux laisser la parole à mes collègues. Sur la confiance que l'on peut avoir dans la Bitcoin. Il ne faut pas confondre la confiance distribuée de la blockchain et la confiance dans le Bitcoin. C'est des choses différentes. Enfin, l'année dernière, au mois d'août, l'an passé, il y a une nouvelle crypto-monnaie qui est apparue qu'on appelle le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, il est apparu pour des questions techniques, de vitesse de transaction, enfin peu importe les détails techniques. Mais le Bitcoin Cash est le descendant direct du Bitcoin. Moi, j'avais quelques Bitcoins, j'ai autant de Bitcoin Cash que j'avais de Bitcoin. Et même chose pour tous ceux d'entre vous qui en ont. C'est quoi la bonne monnaie? C'est le Bitcoin, c'est le Bitcoin Cash? On ne sait pas. On est actuellement dans quelque chose qui est totalement dérégulé. La confiance que l'on porte dans ces crypto-monnaies ne repose que sur la volonté que l'on a d'y accorder la confiance. C'est tout. Inversement, la confiance que l'on a dans la blockchain, et c'est-à-dire en l'occurrence dans la fiabilité des transactions qui sont réalisées en Bitcoin, elle repose sur la technologie au sens strict, et ça c'est quelque chose qui est immuable. Merci. Je vous pose peut-être des questions de profane, mais il me semble important de repréciser les choses puisqu'on entend un peu des mots différents. Monsieur Miss, je vous propose de compléter. Ah oui, je vous en prie, complétez. Je voulais juste rajouter un mot. Aujourd'hui, ce qui inquiète la Banque Centrale Européenne, c'est pas la crypto-monnaie, hein. C'est de savoir quelle va être la politique monétaire de l'Italie et de savoir si les Italiens vont pas retirer de leur distributeur automatique de billets 170 milliards d'euros. C'est ça la question, comme ça s'est produit en Grèce lorsqu'il y a eu la crise monétaire en Grèce. C'était pas 170 milliards, c'était une trentaine. Donc voilà les enjeux aujourd'hui. La confiance, voilà, tout a été rappelé. Ça dépend quelle confiance on fait dans le système. Et la crypto-monnaie, c'est un système comme un autre, un peu particulier effectivement, mais c'est quand même le fondement de la confiance n'est pas propre à la crypto-monnaie. D'accord, merci. Monsieur Lérol, un complément? Alors juste pour compléter, pour bien que les gens se rendent compte, le Bitcoin et la blockchain qui est derrière la Bitcoin, le Bitcoin, c'est pas du vent, c'est un réseau informatique de millions de machines qui tournent H24 et qui crée ce réseau qui est solide, fiable et qui permet à des milliers de personnes de s'échanger une unité de valeur très rapidement et bien plus rapidement que ce que font actuellement les banques avec des virements bancaires qui prennent 24 à 48 heures dans le meilleur des cas. Là, dans le pire des cas, avec le Bitcoin, on échange une valeur entre deux personnes qui peuvent être à l'autre bout de la planète pour des frais modiques et en 20 minutes au maximum, enfin, comme ordre de grandeur. Sachant que la blockchain du Bitcoin est d'une blockchain lente. C'est pour ça qu'elle prend 20 minutes. Mais on est là sur des temps bien plus rapides que ce que sont capables de faire actuellement les établissements bancaires classiques, quoi. Donc c'est un gain de temps, un gain d'efficacité. Voilà. Donc tout ça pour dire que la valorisation actuelle du Bitcoin, elle repose effectivement sur la confiance, mais cette confiance, elle repose en grande partie sur ce réseau existant, donc physique, réel, bien réel, qui consomme certes beaucoup d'électricité, mais qui apporte une vraie plus-value aux utilisateurs qui l'utilisent. Alors justement, on a compris dans les transactions bancaires ou autres transactions immobilières éventuellement, d'autres applications éventuellement à venir sur la blockchain, enfin qui existent déjà. Alors Monsieur Renard, vous me parliez, parce que ça fait le lien avec l'exemple de Carrefour qui avait mis en place une sensibilisation ou qui a introduit même une blockchain pour permettre la traçabilité de ses produits. Est-ce que vous pouvez vous en dire deux mots? Parce que je sais que vous m'avez dit quand on préparait cette intervention que cet exemple, vous le trouviez parlant. L'avantage de l'exemple Carrefour, c'est qu'il parle à tout le monde. Plutôt que d'avoir un suivi, c'est une problématique de traçabilité, c'est la même chose que viande française ou tout ce que vous voulez. Plutôt que d'avoir un processus classique de traçabilité, on va utiliser une blockchain. La finalité est exactement la même. L'avantage, c'est que l'usage est plus facile, c'est qu'en théorie, c'est quelque chose qui est infalsifiable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'éleveur a appuyé sur le bouton pour dire « mon poulet est né le 3 janvier », dans la blockchain, le poulet sera toujours né le 3 janvier. Mais peut-être qu'en fait, il est né le 20 décembre, j'en sais rien. Si l'intervenant décide de raconter des salades, la blockchain va enregistrer des salades. Il faut bien comprendre que ce n'est pas elle qui va vérifier la véracité de l'information.
La blockchain est énormément utilisée, il y a un grand accord actuellement avec Merck et IBM, est énormément utilisée pour la supply chain, parce que c'est un outil qui est extrêmement facile d'utilisation, extrêmement souple, et qui va permettre un suivi en fait de l'ensemble des mouvements des différents produits. C'est un des domaines, la supply chain de manière générale, où la blockchain est susceptible d'exploser relativement rapidement, parce que techniquement c'est plus simple qu'un certain nombre d'autres outils, et il y a un vrai intérêt de la part des différents opérateurs, oui. D'accord, oui, c'est aussi un gage de qualité pour le consommateur, justement, au moins. C'est un gage de qualité comme l'est n'importe quel processus de traçabilité. Si votre boucher vous dit j'ai de la viande d'origine française, vous pouvez avoir confiance dans votre boucher parce qu'il n'y a aucune raison qu'il fraude. Non, mais aujourd'hui, l'éleveur de poulet qui raconte des salades à la blockchain Carrefour, vous ne pouvez pas plus lui faire confiance qu'à votre boucher. Ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que ce n'est pas la blockchain qui va garantir quelque chose. La seule chose qu'elle va garantir, c'est que l'information est immuable, c'est le fait qu'elle est très facile à saisir et qu'elle sera très facile à suivre. Derrière, ma foi, à partir du moment où on veut tricher, on pourra tricher avec la blockchain comme on triche ailleurs. D'accord, mais ça met un peu à mal le pilier justement de transparence qui est évoqué dans le cadre de la blockchain. C'est un outil de transparence plus facile que les outils précédents. Et c'est ce que vous disiez aussi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Monsieur Alirod, je vois que ça vous y réagir. Oui, alors les applications, elles sont innombrables pour la blockchain. Un exemple, un chiffre, c'est actuellement, il y a 1200 ICO en cours qui proposent des utilisations plus ou moins originales de la blockchain. Donc des utilisations commerciales de la blockchain. Et pour citer des exemples récents, par exemple, en France, il y a BC Diploma qui a proposé une blockchain pour stocker l'information sur les diplômes dans la blockchain pour apporter cette transparence vis-à-vis des employeurs et vis-à-vis des personnes diplômées et pouvoir certifier du coup ces diplômes directement dans la blockchain de façon mondialisée et unifiée. Un autre exemple, c'est Naviadresse qui propose ça pour les adresses postales. Les adresses postales des personnes, les adresses postales des entreprises, avec la possibilité... alors en France, on sent moins le besoin, mais dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas un plan cadastral aussi précis qu'en France, avec des rues bien délimitées, des numéros de rue, etc. Et ça, c'est le genre de service que peut apporter le blockchain. Juste un complément sur les diplômes. Il y a de plus en plus de faux CV. C'est vrai qu'à partir du moment où tous les diplômes seront sur une blockchain, si vous voulez recruter quelqu'un, il sera très facile, vous vous brancherez sur le système, de vérifier que la personne en question a bien le diplôme. Oui. Monsieur Mills, peut-être un complément ou... Oui, bah, c'est vrai que moi j'avais rencontré la Chambre régionale des notaires et qui travaille avec l'EM Lyon d'ailleurs. Effectivement, on a participé à un hackathon à l'EM Lyon là-dessus. C'est vraiment la notion de blockchain comme un service, quoi. Parce que ça permet d'apporter un certain nombre de réponses à des besoins émergents. Et effectivement, là, c'est un mariage justement qui n'est donc pas impossible entre un tiers de confiance classique et une nouvelle technologie. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les notaires s'interrogent de façon régulière sur l'évolution des informations qu'ils peuvent détenir. Et effectivement, ce qui est le propre de cette fonction-là, effectivement, c'est ce caractère d'acte authentique. La blockchain ne remplacera pas ce rôle des notaires dans la capacité à définir ce qu'est un acte authentique. Simplement, la blockchain leur amène la certitude de pouvoir tracer de façon objective un certain nombre de données. Et je crois que c'est la notion qu'il faut bien voir, et l'exemple du poulet est intéressant, effectivement, parce que c'est un cheminement qui est finalement assez simple entre l'éleveur, le transporteur, l'usine d'abattage et l'industriel qui ensuite va le mettre en rayon. C'est qu'on voit bien que la traçabilité, c'est un élément objectif, ça ne dit rien de l'aspect qualitatif des produits qui sont mis en rayon. Ça ne dit rien non plus aujourd'hui, alors qu'on est en train de voter la loi sur l'égalité alimentaire, ça ne dit rien non plus de ce qu'on fait effectivement des 30 à 40% de produits qu'on détruit chaque année parce que effectivement les dates de péremption sont particulières et qu'on a ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire. Donc il ne faut pas voir le blockchain comme une réponse à tous les maux de la société. C'est jamais qu'un outil qui permettra de faire un certain nombre de choses, qui permettra de tracer de façon rigoureuse effectivement de l'inscrire dans le marbre et de pouvoir apporter un service. Mais si on veut qu'elle soit efficace, et notamment dans le système que j'évoquais tout à l'heure des blockchains de consortium, il faudra que les industriels qui utilisent ce type de blockchain
acceptent que dans ce qu'on appelle les implémentations qu'on fait sur la blockchain, ils acceptent qu'un certain nombre d'instances de vérification, alors ça peut être des laboratoires, effectivement, l'industrie vétérinaire, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des associations de consommateurs ou autres qui pourront s'assurer qu'un certain nombre de critères de qualité de vie animale, pour l'exemple qui est cité, par exemple, soient pris en compte. La qualité des aliments, c'est facile, hein, ça se fait justement dans la logique blockchain. On sait qui mange quoi, à quelle heure, et à quelle heure on aura abattu tel poulet qui aurait été mis en rayon dans tel magasin. Voilà, ça ne dit pas autre chose que ce qu'on y met à l'intérieur. C'est en cela que c'est un outil et pas une espèce d'oracle qui serait de nature à résoudre tous les maux de la société qu'on peut connaître. Merci, monsieur Lérol. Oui. Un gros atout de la blockchain, il faut bien comprendre, c'est la possibilité de créer des écosystèmes. Alors des écosystèmes monétaires comme des économies circulaires, en créant des monnaies locales. Et les monnaies locales, on connaît les effets bénéfiques de ce genre de monnaie, comme on peut voir en Suisse avec le WIR, une monnaie locale qui est dédiée exclusivement aux entrepreneurs et qui permet de dynamiser le secteur des PME en Suisse notamment. Et la blockchain permet de cette même manière, de créer des monnaies locales, donc sur des niches par exemple, mais des niches qui sont locales entre guillemets, puisqu'elles sont au niveau mondial, et qui permettent de développer ces écosystèmes de façon plus forte que si elles étaient dans un écosystème ouvert. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect qui est très fort avec la blockchain, et notamment les smart contracts dont vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure, c'est la possibilité de créer des écosystèmes avec des appareils connectés de l'IoT. Et un bon exemple là, qui émerge très rapidement, c'est sur les smart grids et la possibilité de relier des petits producteurs d'électricité directement aux consommateurs d'électricité et de faire ce lien directement en permettant aux appareils de négocier le prix et la vente, l'achat et la vente de l'électricité directement sans passer par un intermédiaire. Directement en utilisant la blockchain entre le producteur d'électricité, c'est-à-dire un panneau solaire, et un consommateur d'électricité qui pourrait être un foyer ou même un appareil, comme une borne de recharge pour véhicules électriques. Merci pour cette intervention, parce que c'était important aussi de préciser, parce qu'on peut voir un emballement autour de la blockchain. C'était important un peu de resituer les choses. Alors on a essayé effectivement de balayer toutes les possibilités, enfin même qu'on en est très loin, parce que comme vous l'avez compris, c'est un vaste sujet encore une fois. Si maintenant on essaie de se projeter un petit peu, Monsieur Renard, vous disiez que c'est une technologie qui n'est pas encore arrivée à maturité. Quelles sont les perspectives qu'on peut imaginer ou vers quoi il faudrait tendre ? Alors, je vais répondre à la question, quelles sont les perspectives ? J'ai répondu au début, je pourrais parler beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je ne suis pas capable, avec 20 ans d'avance, d'inventer Snapchat. En revanche, je vais m'arrêter quelques secondes sur la problématique de la maturité. La blockchain Bitcoin et l'algorithme qu'il y a derrière reste actuellement la blockchain dominante. On parle des blockchains privées ouvertes, je ne parle pas des blockchains privées où c'est très différent. Actuellement, il y a des tentatives de substitution, mais dont la garantie n'est pas prouvée mathématiquement, alors que c'est le cas de la blockchain Bitcoin. Donc c'est de celle-ci dont je vais parler. Aujourd'hui, les estimations varient, mais pour vous situer les choses, la dernière estimation considérait que la blockchain Bitcoin consomme 55 TWh par an. Pour que vous mesuriez ça, c'est sensiblement la consommation électrique d'Israël. La blockchain Bitcoin consomme autant qu'un État comme Israël. C'est quelque chose qui reste quand même relativement marginal, les Bitcoins. Une transaction en Bitcoin coûte 7000 kWh, l'équivalent de la consommation quotidienne de 25 ménages américains. Une transaction, une seule transaction. Donc on est face à quelque chose qui n'est absolument pas soutenable dans le temps. Le développement d'une blockchain de ce type-là n'est pas soutenable. Évidemment, des solutions vont être trouvées, mais il faut que l'on comprenne qu'on est actuellement face à une technologie qui est en pleine émergence. Il y a énormément de travail qui reste à accomplir, et cette problématique en particulier de la consommation d'électricité, aujourd'hui, n'est pas résolue. Elle est partiellement résolue d'un point de vue concret, elle n'est pas résolue d'un point de vue théorique. Nous n'avons pas actuellement de preuves mathématiques de la fiabilité des alternatives à ce qu'on appelle la preuve de travail, c'est-à-dire le sous-jacent
de la blockchain. Donc il y a de la blockchain Bitcoin. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, tout à fait. L'autre exemple, c'est celui des Bitcoin Cash, qui montre très bien qu'on est face à un environnement qui est totalement flou et anarchique, mais que tant que les choses ne seront pas un tant soit peu stabilisées, il sera très difficile d'avoir quelque chose de très généralisé. Maintenant, sur des applications très dédiées, comme celles qui viennent d'être évoquées, les smart grids locales, et puis pour tout ce qui est blockchain privé, effectivement, là on est face à une technologie qui commence à être vraiment opérationnelle, oui. Merci. Alors peut-être, j'insiste effectivement, même si vous avez donné des éléments de réponse sur la notion de perspective, mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes d'applications et des liens avec d'autres technologies? Parce que par exemple, la blockchain, ça a clairement été dit, c'est une technologie de stockage et de transmission de l'information. Par exemple, l'intelligence artificielle se nourrit de données. Donc est-ce qu'on peut imaginer coupler dans l'avenir, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, intelligence artificielle et blockchain, ou d'autres technologies? On a évoqué la RGPD. Actuellement, il y a tout un travail qui est mené au MIT pour proposer une blockchain qui permettrait d'avoir le contrôle de ses propres données. C'est-à-dire que mes données personnelles sont enregistrées dans une chaîne de blocs et si je veux que Facebook ou que mon boucher ait telle ou telle information, alors je pourrais la lui rendre disponible. Ça, c'est une révolution. On est actuellement dans une phase de censure majeure d'Internet. Dans le monde entier, mais partiellement dans les pays démocratiques. Ne pensez pas que nous soyons totalement épargnés. Le système dit Namecoin est un système qui permet qui interdit la censure, en fait. C'est-à-dire que pour censurer Internet, actuellement, on va en fait attaquer un certain nombre de points centraux. Par définition, Namecoin est un système qui est décentralisé, donc vous ne pouvez pas l'arrêter. Les applications sont innombrables. Les applications sont sans bornes. Mais enfin, je pense que vous les connaissez mieux que moi, les applications à venir, et vous aussi. Monsieur Miss, Monsieur Lérol, peut-être une réaction? Monsieur Lérol. Alors, oui, les applications sont innombrables et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on vit le même type d'évolution qu'on a connu dans les années 2000 avec l'Internet. Je dirais même plus les années 2000 que les années 80. Et on est dans un phénomène beaucoup plus rapide que ce qui se passait dans les années 2000. C'est-à-dire que là, on a l'émergence de nouvelles solutions, de nouvelles blockchains qui sont bien plus performantes, qui consomment beaucoup moins d'électricité. Et là, l'envolée du coût énergétique de la blockchain Bitcoin est aussi due à l'envolée du cours du Bitcoin et plus qu'au fonctionnement intrinsèque à la blockchain. Il y a une petite course à l'échalote de celui qui produira le plus de Bitcoin. Donc ça crée un biais et un biais qui se traduit par une surconsommation électrique. Mais pour en revenir donc au futur sur la blockchain, l'idéal et ce vers quoi on tend, c'est de pouvoir avoir chacun dans sa poche un nœud de la blockchain sur son smartphone. Et ça, on y est très proche, à horizon 3-5 ans, grâce au progrès à la fois technologique sur les smartphones qui auront plus de puissance, plus d'autonomie et plus de stockage, et également au progrès énorme qu'on fait en termes d'algorithmie pour la blockchain, pour scinder les informations, en stocker plus et réduire le coût de calcul, quoi. La consommation d'énergie aussi, parce que ça va être un gros enjeu quand même. Monsieur Miss, peut-être une réaction, et puis après je vous propose de passer aux questions du public qui doivent être nombreuses. Oui, deux remarques. Une remarque pour dire que, contrairement à ce que j'entends parfois, c'est pas parce que ça fonctionne mal que ça consomme de l'énergie, le Bitcoin. C'est parce que ça a été designé comme tel. L'idée, c'est justement que la preuve de travail qui est nécessaire pour aboutir à un Bitcoin soit de plus en plus difficile au fil du temps qu'on produit des bitcoins. Et par conséquent, effectivement, la quantité d'énergie pour fournir cette preuve de travail est au fil du temps de plus en plus importante. Donc c'est pas une erreur, c'est simplement que les inventeurs, l'inventeur ou les inventeurs du bitcoin, on ne sait pas trop, ont conçu le système, ont designé le système pour que justement que les choses deviennent de plus en plus compliquées et qu'on ralentisse d'une certaine manière la vitesse de production ou si on ne la ralentit pas, qu'on l'augmente par la quantité d'énergie qu'il faut. Et c'est aussi une façon de réguler le cours parce que si vous avez bien entendu les chiffres qui ont été donnés, aujourd'hui un bitcoin qui vaut $7000,
à peu près, c'est à peu près en première classe le prix d'un aller-retour Paris-New York. Ce qui fait que quelque part, pour créer un bitcoin, si vous consommez autant d'énergie que ce que ça vaut, il y a un moment où le système va quand même se ralentir un peu. Parce que si on ou alors, ça veut dire qu'on a de l'énergie effectivement très peu chère. Et c'est un des enjeux, l'énergie, pour la production en général de la blockchain, particulièrement du bitcoin, parce que les grandes fermes de production se trouvent effectivement au pied du barrage des Trois Gorges en Chine ou dans des endroits comme ça où l'énergie ne coûte presque rien. C'est un enjeu de souveraineté, je reviens à ce mot-là parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais effectivement, ça fait partie aussi des technologies, elles ne sont jamais neutres. Et donc, sur ce point-là, le Bitcoin n'a pas été mal designé, il a été parfaitement designé avec une logique qui est sous-tendue par effectivement une idéologie. Pour ce qui est du reste, ça pose deux questions. Ça pose à la fois la question de l'interopérabilité des systèmes, parce qu'aujourd'hui, quand on prend son téléphone, qu'on soit chez n'importe quel opérateur, ça fonctionne. Dans les applications qu'on fait pour la blockchain, il faut éviter qu'on soit dans des systèmes qui soient asservis à un seul opérateur. Et donc cette question de l'interopérabilité, de la capacité, quels que soient les outils qu'on utilise, à pouvoir accéder à la blockchain, c'est un sujet. Le deuxième sujet, effectivement, c'est la capacité des acteurs à pouvoir certifier, authentifier ce qu'on peut mettre dans la blockchain. Ça pose la question aussi de l'identité numérique, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'avec nos téléphones aujourd'hui, on donne énormément d'informations, de façon très ludique d'ailleurs. Ça va de son empreinte digitale à la reconnaissance faciale pour les derniers modèles. Et donc, effectivement, cette interconnexion, non plus entre la technologie et d'autres outils, mais entre l'humain et la technologie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse, pas simplement sur le plan de la technologie d'ailleurs, sur le plan de l'éthique et sur le plan de qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait société aujourd'hui, et de quelle manière, comment vivons-nous notre identité numérique quelque part par rapport à ce que nous sommes intrinsèquement en tant qu'être humain. Voilà. C'est une vraie question de fond, mais je la pose. Je n'ai pas de réponse toute faite à ce jour. Mais c'est intéressant. Merci. Alors, vous connaissez peut-être la règle si vous êtes habitué à des conférences des acteurs de l'économie. On se prend un petit temps de questions. Peut-être que vous souhaitez qu'on revienne sur un certain nombre d'éléments. N'hésitez pas à lever la main bien haut. Bonsoir monsieur, peut-être vous présenter rapidement pour qu'on sache qui s'exprime. Bonsoir. Oui, bon, c'est bon. Oui, bonsoir. Donc je suis Jérôme Jublin et j'avais Humanao et j'avais une question pour Olivier Alirol à propos de l'utilisation de la crypto-monnaie et de l'ICO dans le cadre du projet Blue Horizon. Si c'est possible d'en savoir un peu plus. Merci. Donc nous, on est l'exemple d'une ICO française, c'est-à-dire qu'on lève des fonds sous la forme d'une ICO, donc une Initial Coin Offering, et on a suivi tout le parcours à la lettre recommandée par l'AMF, c'est-à-dire qu'on est allé soumettre notre projet à l'AMF en lui donnant l'ensemble des détails, sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore de visa en France, mais que le législateur et le gouvernement travaillent activement pour que le visa soit prêt d'ici la fin de l'année. Parce que c'est une question de confiance et de sécurité pour les épargnants et les investisseurs. Donc nous, on a suivi tout ce processus. On a collaboré avec notre cabinet d'avocats, DS Avocats, pour être entièrement conforme avec la législation française et européenne, sachant que pour l'instant, il y a un certain flou juridique et fiscal et comptable sur ce qui est possible de faire. Mais on peut toujours se rattacher à la loi existante pour faire au mieux et en accord avec le droit existant. Donc nous, on a suivi tout ce processus pour financer le projet Connecti, qui, comme je le disais précédemment, vise à faire le lien entre le monde de la connaissance et le monde de l'innovation. Et c'est un bon exemple d'utilisation de la blockchain, puisque nous, on va recréer un écosystème centré sur la connaissance et l'innovation, en mettant en place une économie circulaire de la connaissance pour permettre une fluidité, une circulation accrue de la connaissance entre ceux qui la créent et ceux qui la consomment. Donc juste pour qu'on comprenne bien, si par exemple moi j'ai un besoin en termes de connaissances, je vais sur votre plateforme, je fais une sorte d'annonce et quelqu'un me répond, c'est rémunéré en Bitcoin, pour qu'on visualise bien en gros comment fonctionne votre plateforme. Alors pour schématiser, oui c'est ça. Donc quelqu'un qui fait face à une problématique
vient sur la plateforme, pose sa question. La plateforme est faite en sorte que la question est convertie en langage scientifique, en langage métier, et il y a une mise en relation avec le laboratoire ou les laboratoires à même de répondre à cette problématique. S'ensuit ensuite la mise en relation directe et la contractualisation de la mission via les smart contracts et l'utilisation du token, donc de notre token Connectee et non pas du Bitcoin. Et ensuite, la réalisation de la mission et le paiement automatique de la personne ayant réalisé la mission via le smart contract. Merci pour ces précisions. Il y avait une autre question. Alors, j'avais vu monsieur, je vous ai vu madame. On vous apporte le micro tout de suite. J'ai vu une autre question là-bas. Monsieur, levez bien la main pour... Voilà, merci. Bonsoir. C'est une question toute simple. Qui paye la consommation électrique de fonctionnement de la blockchain ? À partir du moment où la consommation électrique elle est utilisée pour le minage, c'est-à-dire pour ce que Marc évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la validation des transactions. Quand vous validez une transaction, un ensemble de transactions, vous créez des bitcoins. C'est-à-dire que la personne qui va valider un bloc aura comme rémunération actuellement 6,25 si je me souviens bien. Donc vous êtes payé en bitcoin. Et c'est comme ça qu'est créé le bitcoin d'ailleurs. C'est quand vous validez un bloc, vous êtes payé en bitcoin et ces bitcoins, vous les créez. C'est l'essence même de la création monétaire en fait. Ça répond à votre question ? Peut-être préciser, non, avec un exemple, M. Alirol, pour compléter peut-être, parce que je ne crois pas que c'était très clair. Pour être clair, celui qui paye l'électricité, c'est celui qui fait tourner la machine qui supporte le réseau, qui supporte la blockchain. Donc tout simplement, en fait, ça peut être n'importe qui, mais maintenant, ça s'est beaucoup professionnalisé, donc c'est des fermes de serveurs, donc c'est des personnes qui ont investi plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour monter ces fermes de serveurs, et donc c'est eux qui payent l'électricité. Et donc ça peut être des sociétés ou des particuliers. Et donc c'est eux qui payent l'électricité. Et comme disait mon confrère, ils sont rétribués dans la monnaie de la blockchain. Donc en l'occurrence, pour les deux plus grandes blockchains, soit en Ethereum, soit en Bitcoin. Merci pour ces précisions. Madame, bonsoir. Bonsoir, je suis Clémence, étudiante en management. Alors il me semble qu'il y a un seuil maximal de valeur que les crypto-monnaies ne peuvent pas dépasser. Il me semble que c'est 200 millions d'euros pour les bitcoins, je ne suis pas sûre. Alors, est-ce que c'est vrai? Et puis, dans ce cas, est-ce que ce n'est pas une forme d'autorégulation contre la spéculation qui serait peut-être plus fiable que les entités étatiques? Monsieur Renard, ou non, en tant que spécialiste des crypto-monnaies? Non, si j'ai bien compris la question, non. En fait, ce qui est limité par design, c'est le nombre de bitcoins. Mais le bitcoin par lui-même a une valeur spéculative. Donc, ensuite, il n'y a pas de limite à la spéculation. Je ne crois pas que... de ce point de vue-là, on puisse si quelqu'un veut l'acheter à un cours différent. Alors, M. Renard et après M. Alirol. Donc on a prévu, effectivement, je crois que c'est 21 millions de bitcoins. Les derniers bitcoins devraient être minés vers 2140. Mais c'est une simple question de construction. Ça a été un choix de Nakamoto. Rien ne vous oblige dans une blockchain à limiter le volume. Juste une remarque d'économiste, dire on fait 21 millions de bitcoins, ça veut dire qu'on crée une monnaie qui est structurellement déflationniste, ce qui pour n'importe quel économiste est une hérésie. Monsieur Alirol. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est des monnaies, les crypto-monnaies sont par construction des monnaies déflationnistes, donc qui sont amenées à prendre de la valeur au cours du temps, si elles sont utilisées, bien sûr. Et pour bien dire, c'est pas un facteur limitant dans le cas des crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies sont, j'allais dire, indéfiniment divisibles. Non, elles sont acceptées avec 7 chiffres derrière la virgule, plus même pour l'Ethereum. Et c'est-à-dire que même si le Bitcoin, à un moment donné, vaut 100 000 euros, on pourra toujours faire des transactions de l'ordre de 10 euros, puisqu'on échangera une fraction du Bitcoin, ce qui est impossible avec des billets traditionnels, quoi. Merci. Alors, il y avait monsieur au fond, et après je vous vois tous, mais on va faire ça dans l'ordre. Bonsoir monsieur. Bonsoir Romain. Voilà, j'avais une question. Ce qui fait la force de la blockchain Bitcoin, c'est la capacité de calcul totale de tous les nœuds. Mais dans des blockchains comme par exemple les poulets pour Carrefour, qu'est-ce qui fait la fiabilité de cette blockchain? Qui sont les mineurs? Je ne sais pas si on peut parler de mineurs pour cette blockchain. Les mineurs, vous avez dit, pardon? Oui, qui valident les blocs en fait. D'accord.
Alors, dans le cas de la blockchain de Carrefour, hein, c'est comme le Bancor, c'est des blockchains privées. Et donc, la confiance repose sur le fait que ceux qui ont accès au réseau sont les utilisateurs même du consortium. Et donc, chacun a sa propre machine. Et ce n'est pas vraiment l'aspect décentralisé qui est utilisé dans ce cas-là, quoi. Mais il y a déjà une confiance, on va dire, intrinsèque entre les acteurs du consortium. Peut-être. C'est pas une blockchain. Ah, révélation. Non, c'est une blockchain à mesure où la technologie sous-jacente est la même est une technologie de type blockchain. Mais ce qui est le cœur de la blockchain, c'est la notion de décentralisation. C'est la notion c'est ce qu'on appelle le consensus émergent, c'est-à-dire le fait que des gens qui ne sont absolument pas partie prenante arrivent à se mettre d'accord sur la transaction va de A à B. C'est tout à fait différent dans les chaînes privées. Les blockchains privées sont vraiment des blockchains de consensus entre personnes qui se connaissent. Donc pour moi, c'est pas une blockchain au sens au moins philosophique de la chose. Monsieur, je vois que vous vouliez compléter. Oui, je suis totalement d'accord. Dans la blockchain, normalement, le nombre de nœuds n'est pas défini. Il suffit de se... Enfin bon, après, effectivement, il y a les coûts qui sont inhérents à la volonté de vouloir s'inscrire dedans, mais a priori, n'importe qui peut y être. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain ouverte, d'ailleurs. C'est parce qu'effectivement, le nombre d'acteurs n'est pas limité par construction ou par contrat, tout simplement, parce que la blockchain Carrefour, hein, c'est simplement, effectivement, d'abord, en amont, la contractualisation d'un certain nombre avec un certain nombre de partenaires qui sont, eux, limités. Donc le nombre de nœuds est défini au départ, et on peut en rajouter, bien évidemment, mais au départ, je pense qu'il y a assez peu de nœuds, hein, je ne voudrais pas être désagréable, mais la blockchain Carrefour, s'il y a 3 nœuds, ça doit être pas mal. Hein. Donc ça veut dire qu'on va les éditionner la semaine prochaine, donc j'aurai l'occasion d'être plus objectif dans ma façon de poser les questions, mais je pense que la réponse sera assez peu différente. La vraie difficulté de la blockchain, effectivement, c'est que c'est d'abord une philosophie. Et donc, si elle n'est pas ouverte, quelque part, on est techniquement dans la même chose, mais philosophiquement ailleurs. Alors juste peut-être je vous ai mis pour prolonger la question de monsieur. Dans le cadre, vous avez donné des éléments de réponse, monsieur Renard, mais en fait, le consommateur, qui pourtant est un maillon de la chaîne, n'a pas capacité à certifier de l'information. Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans l'exemple de la blockchain de Carrefour? Non, c'est ce qu'on peut comprendre. Le consommateur, il utilise le résultat de la blockchain Carrefour, mais il n'est pas acteur, non. Maintenant, on pourrait parfaitement imaginer que demain, s'il y a des cadres de Carrefour qui m'écoutent, que demain, le consommateur qui achète un poulet puisse le noter en disant « oui, ce poulet était excellent, non, ce poulet était absolument répugnant ». Et ainsi de diffuser une information pérenne à l'ensemble de ses collègues, c'est-à-dire à l'ensemble des autres consommateurs. Tout est imaginable. D'accord. Alors, madame, je vous ai vu, il y avait juste madame d'abord, et on vous apporte le micro juste après. Merci de lever bien la main pour que mon collègue puisse bien vous voir. Merci. Et promis, je vous donne la parole après. Bonjour, je suis Laurence Bouchard, avocat fiscaliste de formation, et j'ai une question pour Monsieur Miss. Si la blockchain, c'est un enjeu de souveraineté pour les États, pourquoi est-ce qu'ils ne se saisissent pas de la technologie pour lutter contre la fraude à la TVA? Puisque c'est un système de traçabilité et la TVA est déductible chez B lorsqu'elle a été collectée chez A. C'est une suggestion excellente, effectivement, que Bercy peut mettre en place une blockchain pour répondre à cette question-là. C'est vrai que on peut tout imaginer, donc vous faites partie de... C'est effectivement un concept qui n'avait peut-être pas encore été émergent, mais il n'y a rien qui l'interdit. Hein, donc moi, je me saisis de cette proposition, plutôt dans le cadre d'ailleurs de la mission sur les crypto-monnaies, mais effectivement, on travaille avec Bercy. On va auditionner justement leurs services parce qu'ils ont un certain nombre de propositions à faire dans ce domaine. Je ne suis pas sûr qu'après... c'est toujours pareil, c'est le modèle de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment faire en sorte que l'ensemble des transactions qui soient opérées le soient de façon tracée? C'est un vrai sujet, hein. Je pose la question de façon volontairement provocatrice. Est-ce qu'il faut toujours qu'on sache ce qui se passe du point A au point B?
c'est une vraie question de société, que ce soit là-dedans, que ce soit dans la problématique fiscale ou dans la problématique de la vie privée d'une manière générale. Ça pose une vraie question. J'entends bien ce que vous dites, mais je pense qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à la formule. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur les enjeux que ça peut avoir. Et il faut également faire attention aux effets boomerang, parce que quand on essaie de verrouiller un système de façon aussi rigide que cela, la nature humaine ayant montré ses ressources par le passé, on pourrait imaginer que d'autres moyens de contournement se mettent en place et qu'on ne puisse plus tracer la totalité des transactions qui seraient faites. Donc je pense qu'il faut être attentif, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que sinon l'effet pourrait être peut-être contraire à l'objectif visé. Madame, et après il y aura monsieur, et puis après on arrive au terme de cette conférence. Le temps passe vite, comme je dis assez souvent, quand le sujet est passionnant, on ne voit pas l'heure passer. Bonsoir madame. Une question que tout le monde doit se poser. Il n'y aura jamais de panne des ordinateurs, de piratage qui abritent les ordinateurs, de panne d'électricité. C'est une sorte de bug. C'est déjà prévu et corrigé? Internet, quand il a été développé par les services américains, la finalité était de construire ce qu'on appelle un réseau résilient, c'est-à-dire que le réseau est distribué à travers l'ensemble du territoire américain. Si jamais les Russes, puisqu'on était à l'époque de la guerre froide, attaquaient New York, ma foi, les systèmes qui se trouvaient en Californie ou dans le Montana restaient opérationnels. C'est ça le principe d'un réseau pair à pair. Si vous détruisez une partie du réseau, il reste suffisamment de nœuds répartis à travers l'ensemble de la planète pour que ça continue de fonctionner. Tout ça est théorique. Dans la pratique, si on a des blockchains très fermées comme les blockchains grid qui étaient évoqués tout à l'heure, bon, tout dépend comment les nœuds sont répartis, mais on peut imaginer qu'ils sont concentrés. Mais enfin, fondamentalement, le principe, c'est celui de la résilience liée à la distribution. Si je casse un bout du réseau, ça n'empêchera pas le reste de fonctionner. Donc, ça rejoint le pilier sécurité évoqué par Marc, il n'y a pas de piratage possible, c'est un des principes, d'où la notion de décentralisation. Mon il n'y a pas de voisin bug a extrêmement bien répondu. Ouais. L'être humain a montré ses ressources. Si vous imaginez qu'il est possible de faire quelque chose qui soit sûr à 100%, c'est que vous vivez sur une planète parallèle. Merci. Monsieur, je vous propose d'être la dernière intervention de la soirée. Bonsoir. Oui, bonsoir, Patrick Desbiol, je suis directeur business développement, donc c'est une question plutôt économique. On a parlé tout à l'heure du modèle économique des blockchains. On a vu que les blockchains ouvertes, finalement, pouvaient concerner pas mal d'individus qui avaient investi, individus, entreprises, États, on ne sait pas. Donc ma question est simple, est-ce qu'on a quand même quelque part l'idée de qui, combien, où, à qui profite ce système, qui gagne de l'argent avec ça? Est-ce que ce sont des États, ce sont des mafias, est-ce que ce sont des entreprises, des privés qui ont investi dans des serveurs, dans des fermes, dans des centrales électriques? Je ne sais pas. Enfin, en gros, où va l'argent qui est brassé? Il y a forcément des gens qui tirent un profit. Et comme le système est ouvert, il y a une question de transparence, il y a une question de confiance. Donc je pose la question. Donc, oui, le système brasse énormément d'argent. Là, on voit avec l'envolée du cours des bitcoins et des autres crypto-monnaies, on sent bien que cette nouvelle économie vient capter des actifs qui sont issus de l'économie traditionnelle. Donc ça, c'est un premier point qui explique un peu la bulle, entre guillemets, la bulle actuelle et l'engouement actuel, parce que ça draine naturellement des fonds, des actifs de l'économie réelle, parce que ces actifs ont beaucoup plus de mal actuellement, dans le contexte économique actuel, de trouver des rendements importants, et ce qu'offre actuellement le monde des crypto-monnaies. Ça, c'est un premier point. Mais le sous-jacent vraiment important, c'est que les blockchains créent de la valeur, créent de la richesse, et c'est ça qui donne initialement leur valeur. Par exemple, le Bitcoin, tout simplement, le service qu'il rend, et donc la richesse qu'il crée, c'est sa possibilité de transférer rapidement des fonds entre deux individus à un coût marginal très très faible. Quand on voit le coût d'un service bancaire, d'un transfert bancaire, et qu'on le compare au coût de transfert en Bitcoin, par exemple, on a facilement un rapport de 1 à 10.
Sachant que dans le cadre d'un bitcoin, qu'on transfère un bitcoin ou 10 000 bitcoins, c'est le même coût, alors que pour un transfert bancaire, c'est souvent proportionnel, quoi. Parce que les banques le souhaitent, pas parce que techniquement c'est le cas. Je veux juste rajouter un élément pour vous donner quelques ordres de grandeur. Effectivement, dans le domaine du transport, parce que vous avez évoqué la supply chain, effectivement, c'est un des domaines où ça a le plus d'avenir, parce qu'on n'a pas parlé des sujets dans lesquels ça avait un intérêt théorique, et puis les sujets dans lesquels on est vraiment entré dans l'opérationnalité de la mise en place des blockchains. Et de transport maritime, par exemple, c'est typiquement le domaine où ça fonctionne très bien, la banque, la finance, évidemment. Donc, pour les lettres de change ou les lettres de voiture dans le domaine du commerce, du transport, commerce maritime, c'est très compliqué, l'air de rien, parce que ça tient compte de la géopolitique, ça tient compte de l'état de la mer, ça tient compte de l'état des bateaux, ça tient compte de la cargaison que vous transportez, ça tient compte des pays dans lesquels vous les délivrez, et dans les pays dans lesquels vous les délivrez, ça tient compte même des crises sociales que peuvent traverser ces pays selon les ports et selon les complexités d'approche. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, HSBC, avec d'autres partenaires, sur ce type de transport maritime, il fallait 15 jours en gros pour régler une transaction. La première blockchain qui s'est mise en place il y a 15 jours, qui était efficace, hein, ça veut dire qu'on est passé de la preuve de concept à la réalité économique, c'est 24 heures aujourd'hui. Donc on passe de 15 jours à 24 heures, donc les coûts sont divisés par 10. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute sur l'intérêt et sur l'efficacité économique de la blockchain, et sur la capacité à assurer dans les mêmes conditions de rigueur, de traçabilité et de pérennité les informations qui sont échangées évidemment entre les assureurs, les affréteurs de bateaux, évidemment, pour prendre cet exemple-là. Bien. Merci à nos intervenants que je vais vous demander d'applaudir bien fort. Merci également à vous pour votre présence et votre participation. Juste avant de se quitter, deux précisions. Tout d'abord, notre hôte nous offre un cocktail pour poursuivre, on va dire, les échanges et les débats de manière un peu plus informelle. Et nous vous invitons chaleureusement au Salon des entrepreneurs qui aura lieu, enfin à l'Esprit d'entreprendre, pardon, qui aura lieu au Salon des entrepreneurs à la Cité internationale pour fêter l'entrepreneuriat qui vous est proposé et organisé par les acteurs de l'économie La Tribune. Ce sera le 13 juin 2018 à 18h30 et nous aurons le plaisir d'avoir comme président d'honneur Monsieur Sénard qui est PDG de Michelin. Un grand merci encore à tous, un grand merci encore à nos intervenants. Merci au CIC pour ce bel endroit et à très bientôt. Merci, au revoir.